Après avoir reçu un diagnostic, lui annonçant qu'il ne lui restait que 3 mois à vivre, un millionnaire a erré sans but dans les rues, jusqu'à ce qu'une pauvre femme SDF bouleverse complètement sa vie. Il était à peine 10 heures du matin quand Julien Moreau sentit son monde s'effondrer. Assis dans le cabinet d'un cardiologue renommé du 7e arrondissement, il observait les lèvres du médecin bouger sans entendre véritablement les mots. C'était comme si le temps s'était suspendu, chaque battement de son cœur résonnant désormais comme une menace. 3 mois, pas un de plus. Son cœur, ce muscle qui avait rythmé chaque conquête de sa vie luxueuse, allait bientôt le trahir pour de bon. Aucun traitement, aucun espoir. Juste 3 mois. Julien, 34 ans, héritier de l'empire financier Moreau & Associés, n'avait jamais connu l'échec. Depuis son adolescence, tout ce qu'il touchait se transformait en or. Appartements dans les plus beaux quartiers de Paris, voitures de collection, investissements lucratifs, voyages de luxe, et pourtant, aucune de ces richesses n'avait le pouvoir de réparer ce cœur abîmé par une maladie rare et silencieuse. Il remercia le médecin avec une politesse mécanique, puis quitta la clinique, les résultats dans une main tremblante. L'autre refermé sur une certitude glaciale. Il ne voulait que fuir. De retour dans sa demeure de l'avenue Montaigne, Julien erra dans les couloirs démesurés de son appartement de 700 mètres carrés. Chaque objet précieux, chaque toile, chaque meuble semblait désormais vide de sens. Il contempla son téléphone posé sur une table basse en verre. Des appels manqués, des messages, des rappels de réunion. Il l'éteignit sans réfléchir. Plus de réunions, plus de rendez-vous, plus de stratégie. Il se dirigea vers son dressing, enfila un jean usé, un pull quelconque et un manteau long. Puis il descendit sans prévenir personne, sans dire un mot à son personnel. Il sortit dans les rues de Paris, sans but, sans destination. Le monde autour de lui poursuivait sa routine, inconscient de l'urgence que son cœur portait. Il marcha, pendant des heures, à travers les arrondissements, sans s'arrêter. Le ciel était gris, et un léger vent de novembre caressait son visage. Julien se laissa guider par les rues, les ponts, les parcs. Loin de ses circuits habituels, il traversa des quartiers qu'il ne connaissait qu'à peine. Il longea le canal Saint-Martin, s'arrêta un instant au bord de l'eau, puis repartit. À mesure que les heures passaient, une fatigue sourde s'installait, mais il refusait de s'arrêter. Il avait peur du silence, peur de ce qui viendrait s'il s'asseyait. En fin d'après-midi, il arriva près de la gare du Nord. Une grande place bordée de bancs et d'arbres nus s'étendait devant lui, des passants pressés, des touristes perdus, des vendeurs ambulants. Et au milieu de ce chaos, quelque chose attira son regard. Ce n'était pas un son, ni un mouvement brusque, plutôt une dissonance subtile dans le décor. Assise à même, le sol, adossée à un pilier du pont menant à la gare, une jeune femme dessinait sur un morceau de carton. Elle était entourée de quelques sacs, un vieux manteau posé sur les jambes. Ses cheveux blonds cendrés tombaient en mèches désordonnées sur son visage concentré. Ce n'était pas sa pauvreté qui frappait Julien. Ce n'était pas non plus sa posture ou son apparente indifférence au tumulte environnant. C'était l'intensité presque irréelle avec laquelle elle dessinait, comme si le monde n'existait plus autour d'elle. Julien s'arrêta, fasciné malgré lui. Il resta là plusieurs minutes, observant sans oser s'approcher. Les gens passaient sans la voir, ou jetant un coup d'œil indifférent. Mais lui, il voyait. Quelque chose dans la manière dont elle tenait son crayon, dans l'inclinaison de sa tête, dans la fixité de ses yeux. Il ne pouvait détourner le regard. Pour la première fois depuis l'annonce de sa mort prochaine, il sentit autre chose que la peur. Une curiosité brute, viscérale, un appel sans mots. La lumière tombait lentement sur Paris, dorant les toits, allongeant les ombres. Julien fit un pas puis un autre. Il s'approcha d'elle, les mains dans les poches, incertain. Il ne savait pas ce qu'il cherchait, ni pourquoi il avait traversé la ville pour se retrouver là, devant une inconnue dessinant sur du carton. Et pourtant, tout en lui disait qu'il devait rester, que quelque chose d'essentiel se jouait là maintenant. Alors qu'il allait parler, la jeune femme leva les yeux vers lui. Elle le regarda quelques secondes, comme si elle l'avait déjà vu ailleurs, ou dans un rêve. Puis elle prononça d'une voix douce, posée, les mots qui allaient tout bouleverser. « Tu portes la mort dans le regard, mais tu ne sais pas encore ce que c'est vivre. » Julien sentit un frisson le traverser. Ce n'était pas une question, pas une devinette. C'était une vérité nue, offerte sans détour. Et elle venait de briser quelque chose en lui,
quelque chose de silencieux mais profond. Julien ne bougea pas. Les mots résonnaient encore dans son esprit, comme un écho trop clair dans un monde devenu flou. Tu portes la mort dans le regard, mais tu ne sais pas encore ce que c'est, vivre. Elle n'avait pas crié, pas provoqué. C'était un simple constat, livré sans agressivité, sans jugement. Et pourtant, il avait ressenti ce qu'aucune phrase ne lui avait jamais fait ressentir. Une claque silencieuse, une déchirure douce. Il baissa les yeux vers elle, incapable de formuler une réponse immédiate. Ce n'était pas qu'il était choqué, c'était plutôt qu'il se sentait mis à nu. Elle avait déjà replongé dans son dessin. Sa main traçait des lignes rapides mais précises. Son crayon glissait sur le carton comme s'il connaissait le chemin. Julien fit un pas de plus. Il voulait parler, dire quelque chose, n'importe quoi. Mais sa langue était soudain lourde, étrangère. Il se contenta de s'accroupir, à une distance raisonnable, comme s'il voulait s'approcher sans briser le mystère. Elle ne leva pas les yeux, mais il sentait qu'elle savait qu'il était là. Le sol était froid. L'odeur du béton, humide, des gaz d'échappement et un soupçon de pain grillé venant d'un vendeur ambulant à quelques mètres formaient un mélange étrange. Julien, lui, n'y prêtait pas attention. Toute sa concentration était fixée sur elle. Cette femme au manteau rapiécé, au regard grave et aux mains tachées de graphite, semblait hors du temps. Il ne savait pas encore son nom, ni son âge, ni pourquoi elle vivait là, mais quelque chose en elle l'appelait plus fort que tous les signaux rationnels. Finalement, elle brisa à nouveau le silence, sans cesser de dessiner. « T'as pas l'habitude qu'on te parle comme ça, hein ?» Julien hocha la tête, presque malgré lui. C'était vrai. Personne ne le regardait jamais autrement qu'avec admiration, jalousie ou intérêt. Personne n'osait lui dire ce qu'il ne voulait pas entendre. Il vivait dans un monde de politesse feutrée, de contrats signés sur des tables en acajou, de sourires calibrés. Et voilà qu'une femme sans domicile sur un trottoir venait de lire en lui comme dans un livre grand ouvert. « Je m'appelle Julien », dit-il enfin, la voix hésitante. Elle s'arrêta de dessiner, leva les yeux et le fixa longuement. Puis un sourire discret s'esquissa sur ses lèvres. « Élise. » Ce fut tout. Pas de nom de famille, pas d'explication, juste Élise. Et c'était suffisant. Il y avait une puissance dans cette simplicité. Julien sentit quelque chose se relâcher en lui, un muscle intérieur trop longtemps contracté. Il regarda le dessin qu'elle était en train de finir. C'était un portrait, pas un autoportrait, ni un dessin de mémoire. C'était une femme âgée, les yeux clos, le visage apaisé. Chaque ride semblait avoir été posée avec tendresse. Ce n'était pas une esquisse faite pour vendre, ni un exercice de style. C'était un hommage. « C'est ta mère ?» demanda-t-il. Élise secoua la tête. « Non. Une dame que j'ai rencontrée à la soupe populaire. Elle s'appelait Marguerite. Elle est morte il y a 2 semaines. Personne n'est venu à l'enterrement. Alors je l'ai dessinée pour qu'elle reste un peu plus longtemps. » Julien sentit une boule se former dans sa gorge. Il n'y avait pas de larmes, juste une pression sourde, une forme de respect immédiat. Elle continuait de dessiner ceux que le monde effaçait. Sans reconnaissance, sans galerie, sans prix. Des vies fugitives, immortalisées sur du carton de récupération. Cela lui sembla soudain infiniment plus noble que tous les chiffres qu'il avait alignés dans ses bilans d'investissement. Ils restèrent là un long moment, sans se parler. Les passants défilaient. Certains les regardaient du coin de l'œil, d'autres détournaient le regard. Le ciel s'assombrissait lentement. Julien sentit le froid mordre ses jambes, mais il ne voulait pas partir. Il y avait dans ce bout de trottoir quelque chose qu'il n'avait jamais connu ailleurs, une vérité crue, mais étrangement rassurante. Il finit par se lever, mal à l'aise de sa propre immobilité. Il sortit son portefeuille par réflexe, ce geste qu'il avait accompli tant de fois dans sa vie pour résoudre, acheter, résoudre encore. Il en sortit quelques billets, les tendit à Élise. Elle releva la tête, le regarda, puis détourna les yeux. « C'est pas pour ça que t'es resté, » dit-elle. « Alors garde ça. » Julien resta figé, embarrassé. Il ne savait pas comment interpréter ce refus. Était-ce de l'orgueil? De la défiance? Non, c'était plus subtil. C'était une manière de lui dire qu'elle n'était pas un objet de pitié, qu'il ne s'agissait pas d'un échange. Elle lui avait offert un regard vrai, une parole tranchante. Et elle attendait la même honnêteté en retour. « Alors, tu veux que je fasse quoi ?» murmura-t-il.
Élise haussa les épaules. « Rien. Tu peux revenir demain si tu veux, ou pas. C'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. » Julien ne sut quoi répondre. Il hocha la tête doucement et recula d'un pas. Il avait l'impression de sortir d'un rêve dense, un rêve où chaque mot avait un poids. Il tourna les talons, s'éloigna lentement. Mais après quelques mètres, il se retourna. Elle dessinait à nouveau, comme s'il n'avait jamais été là. Et pourtant, il savait que si. Quelque chose s'était passé. Il ne comprenait pas encore quoi, mais il le sentait. Ce soir-là, il ne rentra pas chez lui. Il marcha encore longtemps. Ses pensées tournaient autour d'Élise, de sa voix, de ses yeux, de ce qu'elle avait vu en lui sans le connaître. Il dormit mal, dans un petit hôtel anonyme près du canal. Et au matin, sans même réfléchir, il retourna près de la gare du Nord, comme si c'était devenu le seul endroit au monde où il avait encore une raison d'être. Julien revint le lendemain, et le surlendemain, puis tous les jours qui suivirent, sans exception. Il n'avait pas planifié cela, il ne s'agissait pas d'un rendez-vous ni d'une promesse faite. C'était un mouvement intérieur, une nécessité. Chaque matin, dès l'aube, il quittait son lit d'hôtel ou parfois un banc quelconque où il avait tenté de dormir et se dirigeait vers la même place, près de la gare du Nord, où Élise s'installait toujours au même endroit, comme une encre dans le chaos de la ville. Elle ne se montrait ni surprise ni impatiente de le voir. Elle levait à peine les yeux quand il arrivait, lui faisait parfois un signe de tête, puis reprenait son dessin. Et chaque jour, leur silence s'effritait un peu plus, laissant place à une parole lente mais dense. Julien découvrit très vite qu'Élise n'était pas une silhouette parmi tant d'autres. Elle avait cette capacité rare à écouter sans attendre de réponse, à parler sans chercher à convaincre. Elle connaissait les poètes par cœur, citait Paul Éluard et Rimbaud entre deux coups de crayon. Elle lisait dans les bibliothèques publiques quand les agents de sécurité la laissaient tranquille. Elle avait dormi dans des foyers, sur des quais, parfois dans des squats d'artistes, où elle peignait à la lumière de lampes torches. Son passé était un patchwork de pertes, d'exils intérieurs, de fuites sans fin. Et pourtant, jamais, elle ne se plaignait. Elle racontait avec cette lucidité désarmante qui transformait la douleur en sagesse. Un jour, Julien lui demanda comment elle avait commencé à dessiner. Elle répondit simplement « pour ne pas hurler ». Ce fut tout. Il n'osa pas demander davantage. Mais ce jour-là, il lui offrit un carnet à croquis qu'il avait acheté dans une petite papeterie. Elle le prit sans un mot, mais il vit dans son regard une étincelle brève, une reconnaissance muette. Les jours s'enchaînaient et Julien découvrait un rythme nouveau. Le monde des affaires, des horaires, des obligations s'éloignait, comme un navire disparu dans la brume. Il n'avait plus de téléphone, plus de compte à rendre. Il vivait au présent, entre deux bancs, un café tiède et les histoires d'Élise. Il découvrait en elle une clarté qu'aucune de ses anciennes relations n'avait jamais su lui offrir. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais une sorte de fraternité profonde, d'affinité étrange entre deux êtres que tout semblait opposer. Un après-midi, alors qu'une pluie fine tombait sur Paris, ils s'abritèrent sous le pont, côte à côte, en silence. Élise sortit un vieux livre de son sac, un recueil de lettres de Van Gogh. Elle lut à voix haute, sans le regarder. Sa voix résonnait dans l'espace restreint du béton, et chaque mot semblait tomber à la bonne place, comme s'ils avaient attendu ce moment pour exister. Julien l'écoutait, les yeux fermés, et pour la première fois depuis l'annonce de sa mort prochaine, il sentit son cœur battre non pas par peur, mais par émotion. Ce jour-là, au moment de partir, Julien resta debout devant elle, les mains dans les poches, hésitant. Puis il prit une grande inspiration. « J'ai une idée, un genre de pacte, je crois. » Élise haussa un sourcil curieuse. « Je t'écoute. » Julien s'assit en tailleur face à elle comme un enfant prêt à faire un serment. « Il me reste peu de temps. Je ne vais pas t'expliquer pourquoi. Mais j'aimerais utiliser ce qu'il me reste de jours pour comprendre ce que j'ai raté, ce que j'ai fui. Et je pense que tu peux m'aider. Pas parce que tu es différente, mais parce qu'avec toi, je ne peux pas mentir. » Élise le fixa longuement. Son visage demeurait impassible, mais ses yeux trahissaient un trouble. « Julien, » poursuivit avec une nervosité sincère, « je ne te demande pas de changer ta vie, ni de m'accueillir. Je veux juste qu'on échange, tous les jours, que tu continues de me parler comme tu le fais, que tu me dises les choses que personne ne dit, et que je puisse, moi, t'écouter sans chercher à corriger, à sauver, juste
être là, tu vois? Un silence s'installa, un long silence. Puis Élise baissa les yeux vers son carnet. Elle le feuilleta quelques secondes, arracha une page, la plia soigneusement et la lui tendit. « Lis ça chez toi. Et si demain, t'es encore là, c'est que le pacte est fait. » Julien prit la feuille sans l'ouvrir. Il se leva, la salua d'un hochement de tête et s'éloigna dans la nuit naissante. Il marcha longtemps, le papier serré dans sa main. Une fois arrivé à l'hôtel, il s'assit sur le lit, alluma la lampe et déplia la feuille. C'était un texte manuscrit, une sorte de poème, ou peut-être une lettre. Les mots étaient crus, directs. Il y était question d'un homme qui mourait chaque jour dans son costume trop serré, dans son bureau trop brillant, dans son agenda trop rempli. Un homme qui, sans le savoir, avait laissé son cœur dans une chambre d'enfant qu'il n'avait jamais osé rouvrir. Et à la fin, une phrase, seule, qui vibra comme une sentence. « Si tu veux vraiment vivre, commence par perdre ce que tu crois être. » Julien resta là, figé, le cœur battant. C'était exactement ce qu'il fuyait. Et pourtant, c'était aussi exactement ce qu'il cherchait. Le lendemain matin, il retourna à la gare du Nord. Non pas pour honorer un pacte, mais parce que pour la première fois, il avait l'impression de ne plus être un homme condamné. Il était un homme en route vers quelque chose, vers quelqu'un. Julien ne savait plus combien de jours avaient passé depuis sa première rencontre avec Élise. Le temps s'était dilaté, devenant une suite de matins brumeux et de crépuscules, humides, ponctués par la présence constante de cette femme qui, sans le vouloir, était devenue le centre de son univers effondré. Il ne comptait plus les heures comme avant, n'obéissait plus à la cadence effrénée des rendez-vous, des appels, des contrats. Il vivait au rythme d'Élise, au rythme du bitume, du froid et des silences. Et chaque jour qu'il passait à ses côtés semblait lui redonner une part de lui-même qu'il croyait définitivement perdue. Ce soir-là, le vent soufflait fort sur Paris. Le ciel d'un gris plombé s'était vidé de sa lumière plus tôt que d'habitude. Julien et Élise étaient restés toute la journée sous le pont, parlant peu, dessinant à tour de rôle sur des morceaux de carton. Elle lui avait appris à tenir le crayon sans forcer, à suivre les contours sans chercher à les dominer. Ses gestes, au début hésitants, s'étaient faits plus souples, plus libres. Il n'était pas doué et elle ne s'en souciait pas. Elle lui montrait seulement comment voir autrement, comment regarder au-delà des formes évidentes. Et dans ces heures suspendues, il sentait que quelque chose en lui se réconciliait avec le monde. Quand la nuit tomba, Julien ne bougea pas. Élise rangea ses affaires dans son sac, avec les gestes précis d'une routine 1000 fois répétée. Puis elle tira de sous un banc une vieille couverture roulée et un petit coussin déformé. Elle s'assit à même le sol, s'enroula dans la couverture et posa la tête contre le mur de pierre. Julien resta debout, immobile, à quelques pas d'elle. Le froid était mordant, le vent passait sous le pont comme un râle de bête blessée. Il savait qu'il pourrait rentrer dans un hôtel chaud, trouver un lit moelleux et une douche chaude. Mais il ne voulait pas ce soir. Il s'approcha d'elle, s'accroupit à côté. « Je peux rester ici cette nuit ?» Élise ne répondit pas tout de suite. Elle tourna légèrement la tête vers lui, le jaugea sans animosité. « T'es pas fait pour ça. Une nuit dans le froid, ça peut te briser, et puis t'as pas besoin. » Julien hocha la tête, mais ne bougea pas. « Justement, j'ai besoin de savoir, de sentir ce que tu vis. Pas pour faire semblant, pas pour me punir, juste pour comprendre. » Elle soupira non pas de lassitude, mais comme si elle acceptait quelque chose de prévisible. « Alors reste, mais t'attends pas à ce que ce soit joli. » Il s'assit à côté d'elle, le dos contre le mur glacé. Le béton semblait absorber toute la chaleur de son corps. Le silence s'installa. Les bruits de la ville semblaient plus lointains, étouffés par le vent. Au loin des sirènes, des voix, des moteurs. Ici, seulement la respiration d'Élise et la sienne, lentes et profondes. Après un long moment, elle se mit à parler. Sa voix était basse, presque un murmure. « J'avais un frère, il s'appelait Théo, 2 ans de moins que moi. On vivait à Rouen avec notre mère. Elle était malade, très malade. Et un jour, elle est tombée dans le coma. On avait 15 et 13 ans. Notre père n'était plus là depuis longtemps. Les services sociaux sont venus. Moi, j'ai été placé dans une famille. Théo aussi, mais pas la même. On nous a séparés, et je ne l'ai jamais revu. » Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il ne dit rien. Élise continua. « J'ai cherché pendant des années. J'ai même retrouvé un foyer où il était resté quelques mois.
Mais il était déjà parti. Il disait qu'il avait fugué. Je me suis dit qu'un jour il reviendrait me trouver, que nos chemins finiraient par se croiser. Alors j'ai commencé à dessiner son visage tel que je m'en souvenais. Pour pas l'oublier, c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner tous les autres. Elle se tut, les yeux fixés sur un point invisible dans la nuit. Julien ne savait pas quoi dire. Il ne voulait pas la consoler. Ce n'était pas ce qu'elle demandait. Il voulait seulement être là, pleinement, présent. Et dans ce silence pesant, une intimité nouvelle s'installa, plus forte que n'importe quel mot. Il sentit ses doigts effleurer les siens furtivement. Il ne bougea pas. Le froid cette nuit-là n'était pas seulement physique. Il était aussi dans les souvenirs, dans les regrets, dans ce qu'il ne pouvait pas changer. Mais sous le pont, deux âmes cabossées partagèrent quelque chose d'unique, la vérité de leur douleur. Julien ne dormit presque pas. Le vent s'infiltrait sous ses vêtements. Le sol était dur et chaque mouvement réveillait une douleur nouvelle. Mais il ne regretta rien. Quand l'aube pointa, pâle et humide, il ouvrit les yeux et vit Élise qui dessinait déjà les traits fatigués mais concentrés. Elle lui tendit le croquis sans un mot. C'était lui, endormi, le visage à moitié caché sous sa manche, les traits tirés, les yeux fermés. Mais il y avait quelque chose dans l'expression qu'il ne se reconnaissait pas. Une forme de paix ou peut-être de lassitude douce. Il regarda le dessin longtemps, puis la remercia simplement. Ce matin-là, il comprit que ce qu'il vivait aux côtés d'Élise n'était pas un passage ni une leçon de morale. C'était une renaissance lente, par la douleur, par le froid, par le silence. Et dans cette nuit sans confort, il avait trouvé plus de vérité que dans tous les luxes de sa vie passée. Le froid de la nuit passée avait laissé des traces sur le corps de Julien. Il marchait lentement, les muscles engourdis, les articulations douloureuses. Mais au fond de lui, une chaleur étrange persistait. Ce n'était pas la chaleur physique d'un foyer ou d'un café, mais celle, plus rare, qui naît d'un moment vrai, d'un échange brut, sans masque. Il avait passé sa première nuit dehors, avec Élise, sous le pont. Et il n'était plus le même homme qu'au matin précédent. Ils marchèrent ensemble jusqu'à un petit square caché entre deux immeubles, là où Élise disait parfois aller quand elle voulait dessiner sans interruption. Les arbres dénudés formaient des ombres maigres sur le sol de gravier. Elle s'installa sur un banc, sortit un carton vierge, son crayon préféré, un vieux fusain raccourci par l'usage, et commença à dessiner sans dire un mot. Julien s'assit près d'elle, observant ses gestes. Chaque mouvement de sa main semblait instinctif, fluide, guidé non par la volonté de représenter, mais par celle de révéler quelque chose d'invisible. Au bout d'une heure, elle tourna le carton vers lui. C'était un portrait. Le sien. Julien se reconnut immédiatement, mais pas comme il se connaissait. Ce n'était pas le visage poli des photos de presse, ni celui, léché, des portraits officiels de ses années de gloire. C'était un autre homme, les traits tirés, les yeux vides, la bouche légèrement entr'ouverte, comme au bord d'une parole ou d'un souffle manqué. Ce n'était pas flatteur, mais c'était vrai. Il sentit un coup au ventre. Ce n'était pas un dessin, c'était un miroir, et il n'avait jamais vu ce reflet-là. « Comment tu fais ça ?» demanda-t-il, la voix rauque. Élise haussa les épaules. « Je regarde, juste ça. Les gens montrent toujours plus qu'ils croient. » Julien ne répondit pas tout de suite. Il fixait son propre visage, celui que personne n'osait lui montrer. Il se rappela toutes les années passées à construire une image, un personnage inébranlable. L'homme d'affaires brillant, le fils modèle, le célibataire convoité. Et voilà que cette femme, avec un fusain sur un bout de carton, avait tout démoli en quelques traits. Il leva les yeux vers elle et dit, presque dans un souffle, « Dessine-moi, pas comme je suis, mais comme je veux être, comme l'homme que je voudrais devenir. » Élise resta silencieuse un moment. Puis, elle posa le carton de côté, sortit un nouveau morceau et ferma les yeux. Elle resta ainsi plusieurs minutes, immobile. Julien la regardait, fasciné. C'était comme si elle entrait en lui, fouillait ses souvenirs, ses peurs, ses élans, pour extraire quelque chose qu'il ne savait pas encore exister. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle commença à dessiner sans un mot. Les traits étaient plus lents cette fois, plus réfléchis. Julien sentait que chaque ligne portait un poids, une intention. Le temps semblait suspendu. Il entendait les bruits de la ville, les cris des enfants jouant au loin, le vent dans les branches, mais tout cela semblait flou, lointain. Ce qui comptait, c'était cette feuille de carton,
ce moment entre eux. Lorsqu'elle eut terminé, elle ne lui montra pas tout de suite. Elle garda le dessin contre elle, le regard plongé dans le sien. « Je ne sais pas si c'est ce que tu veux être, mais c'est ce que j'ai vu quand t'as demandé. » Puis elle tourna lentement le carton. Le choc fut immédiat. Ce n'était plus le même homme. Ce n'était même plus vraiment Julien. Le regard était intense mais apaisé. Les épaules, autrefois tendues, semblaient relâchées. Une lumière émanait du dessin, non pas dans le sens artistique, mais dans ce qu'il dégageait d'humanité. Ce n'était pas un homme parfait, mais c'était un homme présent, vulnérable, vrai. Julien sentit les larmes lui monter aux yeux. Il les retint par pudeur, par habitude. « Merci, dit-il simplement. » Élise hocha la tête. Elle ne souriait pas. Elle ne cherchait pas la gratitude. Ce dessin, comme tous les autres, était une offrande silencieuse, sans attente. Ils restèrent là longtemps, parlant peu. Puis Julien se leva, pris d'un élan soudain. Il se posta face à elle. « Élise, et si on faisait quelque chose de tous ces portraits? Pas pour vendre, pas pour gagner, juste pour montrer, pour que les gens les voient, pour qu'ils sachent que ces visages existent. » Elle le regarda intriguée. « Une exposition? Tu veux accrocher des cartons dans une galerie du Marais? Tu crois que ça les intéressera ?» Julien sourit. « Pas une galerie. Un mur. Une rue? Un pont? Là où les gens ne peuvent pas éviter de les voir. On pourrait les coller dans la ville comme un cri silencieux. » Élise resta silencieuse un moment. Puis elle sourit, pour la première fois depuis longtemps. Un vrai sourire, rare, fragile, mais lumineux. « Alors on commence demain. » Et ainsi, un nouveau chapitre s'ouvrait entre eux. Un lien plus fort que la pitié, que la fascination, que l'amitié. Une alliance née de regards échangés, de vérités dessinées. Et pour Julien, c'était peut-être le début d'un autre genre de vie, ou du moins d'une fin qui aurait enfin un sens. Le matin s'annonçait calme, presque doux, malgré la saison. La lumière filtrait à travers les immeubles comme une promesse fragile. Julien et Élise s'étaient retrouvés tôt, comme à leur habitude. Ils avaient passé la nuit séparément, chacun de leur côté. Mais depuis quelques jours, une routine discrète s'était installée entre eux. Ils se retrouvaient dans ce square derrière la gare, parlaient peu au début, puis plus longuement à mesure que la journée avançait. Ils avaient commencé à rassembler les dessins d'Élise dans un vieux sac de toile. Des visages, des scènes de rue, des portraits de gens invisibles, tous dessinés avec cette intensité unique qu'elle possédait. Julien y voyait une œuvre immense, un manifeste silencieux sur la vie qui palpite là où personne ne regarde. Il était de plus en plus investi. Il passait ses soirées à réfléchir à comment concrétiser cette idée de projet urbain, à chercher des endroits dans la ville où ces portraits pourraient exister sans être détruits, à imaginer un message fort mais humble. Il avait commencé à noter des idées dans un carnet. Il parlait aux passants, questionnait d'anciens contacts du monde de l'art, même s'il faisait tout pour garder sa nouvelle vie secrète. Il ne voulait pas que cette initiative soit récupérée par le système qu'il fuyait. Mais ce matin-là, quelque chose changea. Julien arriva avec un sac à dos neuf. Il avait acheté du matériel, des fixateurs pour les dessins, des feuilles plus résistantes, de la colle, des plastiques imperméables. Il voulait protéger les portraits, les rendre durables. Il avait aussi apporté de l'argent en liquide, plusieurs centaines d'euros. Quand Élise vit cela, son regard se ferma. Elle ne dit rien tout de suite. Elle le regarda poser les objets un à un sur le banc, avec fierté. Puis, lentement, elle referma son carnet, le rangea dans son sac et se leva. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle la voix dure. Julien la regarda, surpris. « J'essaie d'aider. J'ai trouvé un imprimeur qui peut scanner les dessins pour les agrandir sans les abîmer. Et j'ai de quoi acheter des matériaux de meilleure qualité pour que les dessins tiennent dehors. C'est pour que les gens les voient vraiment. » Élise le fixa, les bras croisés. Ses yeux n'avaient plus rien de la douceur habituelle. « Tu veux faire quoi exactement? Améliorer le produit? Emballer la misère dans du papier glacé? » « C'est pas ça, Julien, tu comprends rien. » Il resta bouche bée. « Je veux juste qu'on protège ton travail, qu'il soit vu, respecté. »« Mon travail n'a pas besoin de plastique ni de vitrine, » répliqua-t-elle. « Il a besoin d'être vrai, de vivre comme ces gens que je dessine. Fragile, exposé, éphémère. » Julien sentit une colère sourde monter. Et si on pouvait en faire plus, toucher plus de monde, créer un vrai mouvement, pourquoi t'y opposer? Elle rit, un
Rire sec, blessant. Parce que c'est toujours comme ça avec toi, tu crois que tout peut être réglé avec de l'argent, avec un plan. Mais la rue, c'est pas un projet d'entreprise, c'est pas une campagne de communication. C'est pas toi qui décides. Julien blêmit. J'essaie juste de t'aider. Non, tu essaies de contrôler. Comme toujours. Comme tu as sûrement toujours fait avec tout le monde dans ta vie bien rangée. Tu veux que je sois ton projet de rédemption, ta bonne action avant de mourir. Ces mots le frappèrent de plein fouet. Il recula d'un pas, comme s'il avait reçu un coup physique. Il voulut répondre, mais aucun mot ne vint. Elle le regardait avec une intensité glaciale, et dans ses yeux, il vit une douleur qu'il n'avait pas prévue. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était une peur ancienne, celle d'être utilisé, récupéré, trahi. Tu crois que tu es différent, Julien, mais tu n'as pas changé. Tu fais juste semblant d'écouter, et dès que tu as une idée, tu recommences à imposer ta logique. T'as rien appris. Elle tourna les talons, s'éloigna sans se retourner. Julien resta là, figé, les mains ballantes, le sac de matériel à ses pieds. Il sentit une rage monter, dirigée contre lui-même. Il avait voulu bien faire. Il avait voulu structurer, rendre durable, amplifier. Mais il avait oublié l'essentiel. Ce monde-là n'obéissait pas aux lois qu'il connaissait. Il s'était précipité. Il n'avait pas écouté. Ce soir-là, il ne retourna pas à l'hôtel. Il marcha, longtemps, sans but. Il traversa des quartiers qu'il ne connaissait pas, évitant les regards perdus dans ses pensées. Il dormit dans un abribus, transi. Et au matin, Élise n'était pas là. Le lendemain, non plus. 3 jours passèrent, 3 jours sans trace d'elle. Julien revint chaque jour sur la place, au square, sous le pont. Rien. Il demanda à quelques sans-abri qu'il avait croisés auparavant. Personne ne l'avait vue. Il commença à craindre le pire, qu'elle soit partie définitivement, ou qu'elle ait disparu comme ces visages qu'elle dessinait. Il comprit alors à quel point elle comptait, pas comme une muse, pas comme un symbole, mais comme une présence réelle, une voix nécessaire, un souffle. Sans elle, le monde reprenait ses contours fades. Il se sentait à nouveau vide, amputé. Les 3 jours furent une agonie muette, et chaque soir, il relisait les mots qu'elle lui avait écrits dans leur premier échange, comme une prière douloureuse. Le 4e jour, il décida de faire ce qu'il n'avait jamais fait. Écrire. Non pas un message rapide, pas une note, une lettre, une vraie. Il acheta un cahier, s'assit dans un café vide et se mit à écrire ce qu'il n'avait jamais dit à personne. Pas seulement ses regrets, mais ses peurs, ses hontes, ses échecs. Il y parla de son enfance, de son père autoritaire, de sa mère absente, de ses décisions motivées par le vide, de cette maladie qui le rongeait et qu'il refusait de nommer. Il écrivit pendant des heures. Et quand il eut fini, il plia les feuilles, les mit dans une enveloppe et retourna sur la place. Il attendit. Et quand elle arriva, enfin les cheveux en bataille, les traits tirés, il ne dit rien. Il lui tendit seulement la lettre. Élise la prit sans un mot, s'assit sur le bord du trottoir et commença à lire. Julien resta debout, le cœur battant, incapable de parler. Il la vit trembler, froncer les sourcils, puis soudain pleurer. Elle pleura en silence, longtemps. Et pour la première fois depuis leur rencontre, il sut qu'elle l'avait entendu. Vraiment entendu. Les larmes d'Élise coulaient en silence, traçant des sillons sur ses joues sales, et pourtant, jamais elle n'avait paru aussi vraie, aussi désarmée, aussi présente. Julien restait là, debout, comme figé dans un autre temps. La lettre qu'il lui avait écrite, ce torrent de confessions, de regrets et de vérités longtemps enfouies, n'était pas une demande de pardon. Il ne voulait pas l'attendrir, ni la convaincre de quoi que ce soit. Il avait écrit pour la seule raison qu'il n'avait plus rien d'autre à offrir que sa vérité. Une vérité nue, douloureuse, sans décor. Il n'avait pas dormi, pas mangé, pas parlé à personne pendant 3 jours. Et maintenant, il la regardait lire, incapable de prévoir ce qui viendrait ensuite. Quand elle referma la lettre, Élise resta un long moment les yeux baissés. Le silence s'étira, rempli de tout ce qui n'avait jamais été dit entre eux. Puis elle leva enfin les yeux vers lui. Dans son regard, il n'y avait ni reproche, ni pitié. Il y avait autre chose, une forme de tendresse grave. Elle tapota doucement l'enveloppe contre sa paume, comme pour en sentir le poids. Puis parla d'une voix douce, encore tremblante. « C'est la première fois que quelqu'un me donne un bout de lui sans rien demander en retour. »
Julien voulut répondre, mais elle leva la main, l'interrompant doucement. « Tu sais, j'ai appris à me méfier des mots. Les gens parlent pour ne pas entendre. Mais toi, t'as écrit pour être entendu. Et je t'ai entendu. » Elle replia soigneusement la lettre, la glissa dans son sac, entre deux carnets usés, puis inspira profondément. « Tu veux vraiment faire quelque chose avec moi, Julien? Pas juste pour toi, pas pour réparer ce que t'as l'impression d'avoir brisé, mais quelque chose de vivant, de libre, de nôtre. » Il hocha la tête, incapable de cacher l'émotion qui l'envahissait. « Alors j'ai une idée, dit-elle. Pas un plan, pas un projet structuré, une fuite, une vraie. Pas pour fuir, la mort, ni la ville, ni ta vie. Juste partir, sans destination, sans montre, avec ce qu'on a, comme deux inconnus qui se laissent porter. » Julien la regarda déconcerté. « Une fugue, une errance, corrigea-t-elle, mais choisie, ensemble. » Il sourit. Un vrai sourire, large, sincère. L'idée était folle, inconfortable, imprévisible, et c'était précisément pour ça qu'il dit oui. Le lendemain matin, ils se retrouvèrent au même endroit, avec un sac chacun. Élise avait pris quelques dessins, ses crayons, un livre et une couverture. Julien n'avait que quelques vêtements, un carnet et l'enveloppe avec les dernières analyses de son cœur, qu'il décida de jeter dans une poubelle sur le quai sans un mot. Ils montèrent dans un train sans vraiment regarder la destination. Ce fut Lyon au hasard, une ville comme une autre, ou peut-être pas. Ils passèrent le trajet à regarder le paysage défiler, sans trop parler, juste heureux d'être là, ensemble, dans un wagon banal comme deux passagers anonymes. À Lyon, ils descendirent sans plan. Ils marchèrent dans les rues, traversèrent des ponts, s'arrêtèrent dans un marché. Élise dessinait partout. Un enfant qui riait, une vieille femme appuyée sur sa canne, un couple assis sur les marches d'une église. Julien écrivait. Des fragments, des sensations, des phrases qui ne semblaient mener à rien mais qui l'aidaient à respirer. Ils trouvèrent un petit hôtel décrépit où le gérant accepta de les loger pour une nuit contre un dessin, d'Élise et quelques euros. La chambre sentait l'humidité, mais ils rirent comme deux adolescents. Ce soir-là, pour la première fois, ils s'endormirent côte à côte, rien de charnel. Juste la chaleur d'un corps contre un autre, la respiration d'un être aimé, le silence rassurant de deux solitudes qui se tiennent. Mais au matin, tout bascula. Julien se leva avec une douleur fulgurante dans la poitrine. Il tomba à genoux, incapable de parler. Élise se précipita, paniquée, criant, appelant à l'aide. Le gérant appela une ambulance. Dans le véhicule, Julien perdit connaissance quelques minutes. Quand il rouvrit les yeux, il était à l'hôpital, branché, allongé sur un lit trop blanc. Élise était là, son visage ravagé par l'angoisse. Il sut qu'il ne pouvait plus lui mentir. Quand les médecins sortirent, il lui demanda de s'asseoir, puis il parla. De tout, de la maladie, du diagnostic, des 3 mois, de l'absence de traitement, de sa fuite, de sa peur, de sa solitude. Élise ne dit rien. Elle écouta jusqu'au bout. Ses mains tremblaient, ses yeux ne clignaient presque pas. Quand il eut fini, un long silence les enveloppa. Puis elle se leva, lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait. Elle marcha jusqu'à la porte. Julien tendit la main, murmura son prénom, mais elle ne se retourna pas. « Je ne peux pas, Julien, » dit-elle d'une voix brisée. « Pas encore une perte, pas comme ça. » Et elle sortit. Ce soir-là, il resta seul dans sa chambre d'hôpital. Les machines bipaient à intervalles réguliers. Les infirmières passaient sans le regarder. Le monde extérieur avait disparu, et l'absence d'Élise était plus lourde que tout le reste. Quand il ouvrit les yeux au petit matin, il trouva un mot plié sur la table de chevet, écrit à l'encre noire sur une page arrachée de son carnet. « Je ne fuis pas toi. Je fuis la douleur de te perdre. Pardon. Élise. » Et cette fois, ce fut Julien qui pleura, longuement, silencieusement, comme si chaque larme était un adieu à tout ce qu'il n'avait jamais osé espérer. Les jours qui suivirent furent les plus silencieux de la vie de Julien. Allongé sur le lit d'un hôpital de Lyon, entre les draps rêches et les odeurs de désinfectants, il observait le plafond comme s'il pouvait y lire une réponse. Chaque battement de son cœur résonnait comme un compte à rebours discret, mais implacable. Les médecins venaient, parlaient de stabilisation, de repos, de soins palliatifs. Il les écoutait sans écouter, répondait par des gestes ou des monosyllabes. Son corps survivait, mais son esprit dérivait,
vidé de tout, sauf du souvenir d'Élise. Elle n'avait pas reparu, pas un mot de plus, seulement cette feuille, posée à côté de lui, où elle disait fuir la douleur de le perdre. Elle avait quitté la chambre d'hôpital sans se retourner, comme une ombre tirée par le vent. Julien relut le mot des dizaines de fois. Il essayait d'y deviner un signe, un espoir, un indice. Mais rien n'en sortait, sinon une douleur. Pure, il comprenait sa réaction. Il ne lui en voulait pas vraiment. Il savait que sa vérité avait brisé quelque chose. Non pas un lien de confiance, mais la possibilité pour elle de se projeter, de croire que le présent pouvait durer. Il avait, sans le vouloir, allumé une lumière qu'il savait déjà, condamnée à s'éteindre. Et maintenant, il payait le prix de cette lumière. Il resta à l'hôpital pendant 5 jours, assez pour reprendre quelques forces, pour respirer à nouveau sans sentir sa poitrine se contracter à chaque inspiration. Assez pour que le médecin lui parle d'une hypothèse de traitement expérimental à Paris, un protocole qui venait d'être validé, réservé à des cas rares, comme le sien. Il écouta distraitement, hocha la tête. Mais il n'y avait plus de désir, plus de direction. Il accepta de sortir contre avis médical, prétextant un besoin de solitude. Le médecin, après plusieurs tentatives de le convaincre, céda. Julien prit un train pour Paris. Le voyage lui parut irréel. Les paysages défilaient derrière la vitre sans qu'il ne les voie. Il tenait encore le mot d'Élise dans sa poche, comme un talisman inutile. Arrivé à la gare de Lyon, il marcha sans but, comme il l'avait fait au tout début lorsque le diagnostic était tombé. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Ce n'était plus la peur de mourir qui le guidait. C'était l'absence. Un vide qu'aucune richesse, aucun souvenir, aucune perspective ne pouvait combler. Pendant 2 jours, il erra dans les rues. Il retourna sous le pont, dans le square, près de la gare du Nord. Rien. Les sans-abri qu'il connaissait ne l'avaient pas vue. Certains se souvenaient d'elle, mais disaient ne plus l'avoir croisée depuis 1 semaine. Il parcourut les ruelles, les bibliothèques où elle aimait lire, les centres d'accueil, les ateliers d'artistes. Nulle part. Élise s'était comme évaporée. Puis, un soir, alors que le vent d'hiver fouettait la ville et que la fatigue le clouait presque au sol, il se retrouva devant une petite galerie dans le 18e arrondissement. Ce n'était pas une galerie prestigieuse, mais une de ces petites enclaves d'art alternatif qui poussent dans les quartiers encore vivants. Il allait passer son chemin quand il vit un dessin dans la vitrine. Un dessin qu'il reconnut immédiatement. C'était lui, ou du moins une version de lui, dessiné avec la même intensité que les portraits sur carton. Une lumière dans les yeux, une ombre sur le visage. Il entra, le cœur battant. L'espace était étroit, les murs couverts de croquis, de feuilles de papier usées, de morceaux, de cartons encadrés ou simplement cloués au mur. Chaque portrait, chaque scène respirait la même énergie. Des visages de la rue, des instants suspendus, des regards oubliés. Et au centre de tout cela, une série de portraits qu'il connaissait mieux que quiconque. C'était leur histoire, la sienne et celle d'Élise. Chaque étape, chaque moment, chaque silence avait été traduit en images. Leur première rencontre, la nuit sous le pont, la fugue, l'hôtel à Lyon. Même la scène à l'hôpital, il reconnut les murs, le lit, son propre visage haletant sous les néons. Il tourna lentement sur lui-même, les yeux écarquillés. Personne ne l'avait prévenu, personne ne savait. Et pourtant, elle avait tout mis là, comme une déclaration, comme un cri. Une femme s'approcha, la galeriste. Elle portait des lunettes rondes, un foulard rouge. « Vous connaissez l'artiste » demanda-t-elle. Julien hocha la tête. « Je crois bien que oui. » Elle sourit. « Elle n'est pas venue au vernissage. Elle m'a juste laissé les dessins et un mot. Elle a dit que si quelqu'un demandait, je devais remettre ceci. » Elle lui tendit une enveloppe. Julien la prit, les mains tremblantes. Elle était fermée par un simple morceau de ficelle. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une feuille pliée et un petit carton. Le carton portait une adresse écrite à la main. Sur la feuille, quelques mots seulement. « Tu peux me retrouver ici, si tu es encore celui que tu m'as montré. » Il sortit, en courant, sans dire un mot, le cœur battant à tout rompre, mais non plus de peur, d'espoir, d'un désir aussi brut qu'urgent. Il ne savait pas ce qu'il allait trouver, mais il savait une chose, il irait jusqu'au bout. Et cette fois, il ne fuirait plus. L'adresse griffonnée sur le petit carton le mena jusqu'à un quartier de l'Est parisien, plus calme, plus discret,
presque effacées des cartes touristiques. Les rues y étaient bordées d'arbres maigres et de petits immeubles où le linge séchait encore aux fenêtres. Julien ne connaissait pas cet endroit, n'y ayant jamais mis les pieds durant sa vie d'homme pressé et formaté. Il avançait lentement, comme s'il marchait sur un fil entre deux mondes. Chaque pas le rapprochait non seulement d'Élise, mais aussi de la version de lui-même qu'il n'avait jamais osé incarner. Le bâtiment au numéro inscrit sur le carton était modeste, une façade en briques ocre, une enseigne à moitié effacée indiquant « Café solidaire, maison des mots ». Ce n'était pas un café au sens habituel du terme. Par les fenêtres, on apercevait des tables en bois recyclé, des bibliothèques bancales mais pleines, des murs recouverts de dessins, de messages, de photos. Une odeur de café moulu, de pain chaud et de peinture fraîche flottait dans l'air. Julien entra, le cœur battant. Derrière le comptoir, une femme d'âge mûr, au visage doux, lui adressa un sourire. « Bonjour. Vous cherchez quelqu'un » Il hésita un instant, puis prononça doucement. « Élise. » Elle acquiesça comme si ce nom suffisait. « Elle est dans la salle du fond. Vous pouvez y aller. » Julien traversa lentement le café. Des gens étaient assis là, lisant, écrivant, discutant à voix basse. Une atmosphère paisible, presque irréelle. Il poussa une porte entr'ouverte et découvrit une pièce baignée de lumière naturelle. Sur les murs, encore des dessins. Et au centre, une grande table couverte de feuilles, de crayons, de pinceaux. Et elle, Élise, de dos, un crayon à la main concentrée sur une esquisse. Elle ne se retourna pas immédiatement. Julien resta figé quelques secondes, retenant son souffle. Puis il fit un pas, le plancher grinça. Elle s'arrêta, posa doucement son crayon et se retourna. Leur regard se croisa. Il n'y eut pas de mots, pas d'explication, pas de reproche. Juste ce regard, long, profond, chargé de tout ce qu'ils n'avaient pas pu dire, de tout ce qu'ils avaient traversé l'un sans l'autre. Julien fit un pas de plus, puis un autre. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. « Tu es revenu, dit-elle enfin. « Toujours, répondit-il. Je n'ai jamais vraiment su faire autrement. » Elle hocha la tête. Il vit les cernes sous ses yeux, la fatigue sur son visage, mais aussi une paix nouvelle. Elle lui tendit la main. Il la prit. Et ce simple contact dissipa tous les malentendus, toutes les peurs. Ils restèrent là, un instant suspendus dans le temps. Puis elle l'invita à s'asseoir. Ils parlèrent, longtemps, de tout, de rien, des jours passés, de ce qu'elle avait fait depuis son départ de Lyon, de cette galerie où elle avait laissé ses dessins, espérant peut-être au fond qu'il les verrait, du café solidaire qu'elle aidait à faire vivre en donnant des ateliers de dessin à des enfants, à des sans-abri, à des mères seules. Elle avait trouvé un refuge, non pas un endroit pour fuir, mais un lieu pour construire. Julien écoutait, fasciné. Il se sentait étranger et chez lui à la fois. Ce monde n'était pas le sien, mais il voulait en faire partie. Elle lui raconta comment elle avait hésité à l'attendre, comment elle avait failli tout abandonner, mais qu'en dessinant, elle avait trouvé la force de croire à nouveau, et que chaque trait posé sur le papier était une manière de rester en lien avec lui. « Tu m'as manqué, murmura-t-il. »« Toi aussi, répondit-elle, mais j'avais besoin de m'éloigner pour savoir si c'était vrai. » Il hocha la tête, comprenant chaque mot. Il sortit alors de sa poche un petit carnet, celui dans lequel il avait commencé à écrire pendant leur voyage. Il le posa devant elle. « J'ai continué tous les jours, même quand tu n'étais plus là. » Élise ouvrit le carnet. Les premières pages étaient tremblantes, incertaines. Puis, au fil des lignes, quelque chose de plus dense apparaissait. Des réflexions, des souvenirs, des descriptions du monde autour de lui, et surtout des mots sur elle, sur ce qu'elle représentait, sur ce qu'elle avait changé en lui. Élise lut en silence, les larmes aux yeux. « Tu veux qu'on essaie ?» demanda-t-il doucement. « Pas de construire un avenir parfait, juste vivre ce qu'il reste, ensemble. » Elle le regarda longtemps, puis répondit « Je veux bien, mais à une condition. » Julien sentit son cœur se serrer. « Laquelle ? » « Que tu n'essaies jamais de me sauver, ni de me protéger de moi-même, que tu me laisses être libre, même à tes côtés, et que si un jour je veux partir, tu me laisses partir sans m'en vouloir. » Il ne réfléchit pas. Il hocha la tête. « D'accord. À cette condition-là, je veux tout vivre avec toi. » Ils restèrent encore longtemps ensemble dans cette pièce lumineuse, entre les dessins et les carnets. Puis ils sortirent, main dans les rues de Paris.
Et pour la première fois depuis longtemps, Julien ne pensa pas au temps qui restait, seulement à celui qu'ils avaient devant eux. Les jours qui suivirent les retrouvailles de Julien et Élise furent empreints d'une simplicité qui, paradoxalement, les bouleversait plus que tout ce qu'ils avaient vécu jusqu'alors. Il n'y avait plus de projet défini, plus d'attentes suspendues à des lendemains incertains. Ils vivaient à travers de petits gestes, des promenades sans but, des repas partagés autour de plats improvisés, des soirées à parler ou à se taire, à dessiner, à écrire. Le temps n'était plus une menace, mais une matière à façonner, comme l'argile entre les doigts d'un potier. Julien s'installait parfois derrière le comptoir du café solidaire, servant des boissons, lavant les tasses, échangeant quelques mots avec ceux qui entraient. Il n'était plus l'homme que l'on reconnaissait dans les revues économiques, mais un autre. Un homme dont la présence ne suscitait ni envie ni admiration, seulement une curiosité paisible. Élise, elle, continuait de dessiner, mais avec une intensité nouvelle. Ses portraits semblaient apporter davantage de lumière. Les visages qu'elle représentait n'étaient plus seulement les reflets d'un monde oublié, mais des fragments d'humanité éveillée. Un soir, alors qu'ils rentrèrent d'une balade le long du canal de l'Ourcq, Julien s'arrêta devant une devanture abandonnée. Il regarda les vitres sales, la poussière accumulée, les murs décrépits. Puis, il se tourna vers Élise. « Et si on faisait de cet endroit notre atelier, pas une galerie, pas un lieu d'exposition, un espace vivant, où les gens viennent dessiner, écrire, parler. Un refuge pour ceux qui ne rentrent dans aucune case. » Élise regarda l'endroit, puis lui. « Ce serait ton dernier projet ?» Il sourit un peu hésitant. « Ce serait ma dernière demande. » Ils se regardèrent en silence, puis elle prit sa main. « Alors ce ne sera pas ton projet, ce sera le nôtre. Mais on le fait à notre rythme, sans but de réussite. Juste pour que ça existe. » Ils entreprirent de rénover l'espace avec l'aide de quelques amis du café, des voisins, des bénévoles. Tout fut fait à la main. Des meubles récupérés, des pots de peinture donnés, des luminaires bricolés. Chaque recoin de la pièce racontait une histoire. Et bientôt les gens commencèrent à venir, d'abord timidement, puis avec confiance. On y voyait des enfants dessiner en silence, des sans-abri écrire des lettres à des proches perdus, des femmes isolées peindre des souvenirs oubliés. L'atelier devint un cœur battant dans le quartier, discret mais essentiel. Julien passait ses journées à observer, à noter ce qu'il voyait, ce qu'il ressentait. Il remplissait des carnets entiers. Il n'écrivait pas pour publier, mais pour laisser une trace, pour comprendre. Il relisait parfois les premières pages, celles écrites dans la peur et l'errance, et il n'en revenait pas d'en être arrivé là. Non pas guéri, mais vivant. Un matin, alors qu'il aidait à accrocher une toile au mur, il sentit une douleur familière dans la poitrine. Elle n'était pas fulgurante, mais suffisamment sourde pour lui rappeler la réalité de son corps. Il s'assit, reprenant son souffle. Élise le vit, s'approcha, sans panique, posa sa main sur la sienne. Il lui sourit. « Je suis encore là. »« Et tu y resteras, » répondit-elle. Le lendemain, il reçut un appel de l'hôpital. Le traitement expérimental dont le médecin avait parlé à Lyon venait d'être officiellement lancé à Paris. On lui proposait d'intégrer le protocole. Les chances de réussite restaient faibles, mais suffisantes pour espérer quelques années de plus. Julien écouta en silence. Il demanda 24 heures pour réfléchir. Il en parla à Élise le soir même. Ils étaient assis sur le toit de l'immeuble, regardant les lumières de la ville. Il lui expliqua le protocole, les risques, les effets secondaires, les contraintes. Elle ne dit rien pendant de longues minutes. « Tu veux le faire ?» demanda-t-elle. « Enfin, je ne sais pas. J'ai peur que si je vis plus longtemps, je recommence à vivre comme avant, que je perde ce que j'ai appris ici, avec toi. » Elle tourna lentement la tête vers lui. « Alors choisis, pas entre moi et ta vie d'avant, mais entre la peur de revivre comme avant et le courage de vivre autrement, plus longtemps. » Julien resta pensif. Il comprenait que ce choix n'était pas médical. Il était profondément existentiel. Ce n'était pas seulement une question de jours en plus, mais de sens. Si je choisis de vivre, il faudra que ce soit pleinement, pas à moitié, pas dans un entre-deux. Alors choisis avec le cœur, dit-elle, pas avec la peur. Ils restèrent encore un long moment en silence. La ville brillait sous leurs yeux, vaste, indifférente, mais belle. Et Julien, pour la première fois depuis longtemps, sentit qu'il n'était pas seul face à la décision, qu'il pouvait la porter quelle qu'elle soit avec quelqu'un.
Le lendemain matin, il prit sa décision. Il l'écrivit dans son carnet, non pas pour s'en souvenir, mais pour le fixer dans un espace intime, hors du temps. Il ne la partagea pas tout de suite avec Élise. Il voulait que ce soit elle qui découvre sa réponse, quand elle serait prête à l'entendre. Car certaines vérités, même partagées, doivent d'abord être vécues en silence. Les jours reprirent leur corpius, mais plus rien n'était comme avant. Julien, désormais conscient de la possibilité réelle de vivre plus longtemps, ne se précipita pas. Il ne chercha pas à retrouver l'efficacité, les automatismes, la structure rigide qui avait gouverné son existence passée. Il embrassa, au contraire, chaque journée comme un fragment de miracle. Un matin à regarder Élise dessiner au bord du canal, une après-midi à servir des cafés à des habitués du centre solidaire, un soir à écrire en silence dans leur atelier devenu sanctuaire. Il ne se demandait plus combien de battements de cœur lui restaient, mais comment remplir chaque battement d'une vérité irréductible. Élise observait cette transformation avec une attention douce, presque silencieuse. Elle ne posait pas de questions, ne cherchait pas à savoir ce qu'il avait décidé à propos du traitement. Elle avait compris que la réponse viendrait autrement, à travers ses gestes, ses choix, ses silences. Ensemble, ils construisaient une routine qui n'en était pas vraiment une. Chaque jour apportait son lot d'imprévus. Un enfant qui venait peindre un rêve, un vieil homme qui racontait un souvenir oublié, une femme qui posait ses douleurs sur une toile en criant sans bruit. L'atelier devenait un carrefour d'âmes échouées qui trouvaient là un port d'attache. Julien écrivit davantage. Il commença à relire ses carnets, à en assembler les pages les plus intenses. Élise, de son côté, triait ses dessins. Il ne savait pas encore ce qu'il faisait, ni pourquoi, mais un projet prit forme sans qu'ils aient besoin de le nommer. Chaque dessin d'Élise était accompagné d'un extrait du journal de Julien. Ensemble, ils formaient une chronique brute mais lumineuse de leur errance partagée. Ils commencèrent à coller ces fragments sur les murs de l'atelier, puis dans les rues autour. Certains passants s'arrêtaient, lisaient, prenaient des photos. D'autres laissaient des mots en réponse, griffonnés sur des feuilles accrochées, sous les textes. Un dialogue naissait. Un jour, Élise proposa une idée qui, d'emblée, sembla évidente. Et si on en faisait une exposition? Pas dans une galerie, pas dans un musée. Ici, dans la rue, sur les murs de la ville. Une exposition que personne ne peut ignorer. Julien hocha la tête. Ce serait leur manière de rendre à la ville ce qu'elle leur avait volé et offert à la fois, l'oubli, la solitude, mais aussi la possibilité d'une rencontre radicale. Ils appelèrent leur projet « 3 mois pour l'infini ». Un titre que Julien avait écrit presque sans y penser, un soir après avoir lu un de ses anciens carnets. C'était la synthèse parfaite de ce qu'il avait vécu depuis le diagnostic. Une course contre le temps, transformée en une marche vers l'essentiel. L'annonce de l'exposition circula par des canaux inattendus. Un blog d'art urbain, une publication militante, un bouche-à-oreille obstiné. Bientôt, les murs du 11e arrondissement commencèrent à se couvrir de dessins et de textes. Des visages au regard profond, des mots qui coupèrent le souffle, des scènes de rue dessinées avec une tendresse brutale. Chaque coin devenait un poème à ciel ouvert. Les gens s'arrêtaient, lisaient, pleuraient parfois. Ils laissaient des fleurs, des bougies, des lettres. L'exposition devenait vivante. Julien, discret, observait. Il ne cherchait pas la reconnaissance. Il se tenait en retrait, parfois masqué par une capuche, notant dans son carnet les réactions, les phrases murmurées par les passants. Élise dessinait sur place, ajoutait des détails, complétait des portraits inachevés. Le projet les dépassait, devenait collectif. Des gens commencèrent à venir proposer leurs propres textes, leurs propres histoires. L'atelier se transforma en un centre d'expression libre. La presse commença à s'y intéresser, mais Élise refusait les interviews. Ce n'était pas une performance, c'était une offrande. Puis, un matin, le téléphone de Julien sonna. C'était le médecin. La voix à l'autre bout du fil était calme mais ferme. Les résultats des derniers examens montraient que son état restait critique, mais le traitement expérimental pourrait être tenté plus tôt que prévu. Les rendez-vous étaient à prendre immédiatement. Il avait 72 heures pour décider. 72 heures pour choisir entre une vie prolongée, incertaine, médicalisée, ou le chemin qu'il suivait maintenant, avec toute son intensité, mais aussi toute sa fragilité. Julien raccrocha sans dire un mot. Il ne parla pas. À Élise ce jour-là.
Il alla marcher seul. Il longea la Seine, s'arrêta sur un pont, observa l'eau trouble qui glissait sous ses pieds. Il pensa à la vie qu'il avait fuie, à celle qu'il avait trouvée. Il pensa à Élise, à ses dessins, à leur première nuit sous le pont. Et il sut que la réponse ne se trouvait pas dans une salle d'hôpital, ni dans une statistique, mais dans une certitude intime. Ce que lui avait offert Élise ne pouvait pas être négocié. Le lendemain, il retourna à l'atelier. Il prit son carnet, écrivit quelques pages, les détacha et les plia soigneusement. Puis il les glissa dans une enveloppe qu'il déposa dans la boîte à messages de l'atelier, celle où chacun pouvait laisser un mot, un cri, un souvenir. Il ne dit rien à personne. Il resta jusqu'au soir, observa les enfants dessiner, aida un vieil homme à écrire une lettre à sa sœur qu'il n'avait pas vue depuis 20 ans. Puis il s'éclipsa, laissant derrière lui le calme de l'atelier et les éclats de voix qui peuplaient désormais sa vie. Il avait choisi. Et cette décision, Élise ne la découvrirait qu'au moment voulu, car certaines vérités, aussi essentielles soient-elles, ne peuvent être dites. Elles doivent être lues et comprises, au silence. La lettre resta plusieurs jours dans la boîte de l'atelier sans que personne ne la remarque. Chaque jour, des dizaines de mains déposaient ou retirèrent des messages. Des mots d'amour, de rage, d'espoir, des confessions muettes ou des poèmes gribouillés à la hâte. La boîte placée près de l'entrée faisait partie du décor vivant de l'espace qu'Élise et Julien avaient contribué à transformer. Et pourtant, celle-ci, pliée avec une précision méticuleuse, contenait une réponse qui pesait autant qu'un destin. Julien ne réapparut pas immédiatement. Pendant 3 jours, Élise s'activa dans l'atelier comme à son habitude. Elle guidait les enfants dans leurs premières esquisses, accrochait de nouveaux portraits, remplaçait ceux abîmés par le vent ou la pluie. Son regard, pourtant, trahissait une forme d'absence. Elle n'avait rien demandé. Mais elle savait. Elle sentait que quelque chose s'était déplacé dans l'ordre invisible de leur quotidien. Elle ne posait pas de questions à ceux qui fréquentèrent le lieu, mais guettait parfois l'entrée, espérant, sans l'avouer, le voir franchir la porte, un carnet à la main, un sourire fatigué aux lèvres. Ce n'est qu'au 4e jour qu'elle vit la lettre. Elle la reconnut immédiatement, non pour l'enveloppe en soi, mais pour l'écriture sur le devant. Une écriture nette, penchée, un peu tremblante, mais déterminée. Elle la prit entre ses doigts, sentit son cœur battre plus fort. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle monta à l'étage, dans la petite pièce où elle et Julien passèrent leur soirée à écrire ou à dessiner en silence. Elle s'assit près de la fenêtre, la lumière douce du soir glissant sur le parquet. Puis, elle rompit le pli. La lettre n'était pas longue, mais chaque mot semblait gravé. « Élise, je ne peux pas te dire ce que j'ai choisi sans te parler d'abord de ce que tu m'as appris. Tu m'as appris à regarder autrement, à entendre ce qui se cache dans le silence, à marcher sans but mais avec sens, à donner sans attendre. Tu m'as appris à être nu sans être faible, à être perdu sans être vaincu. Tu m'as offert un monde que je croyais fermé à jamais, celui des âmes libres. Quand le médecin m'a parlé du traitement, j'ai pensé à toutes les versions de moi qui m'auraient dit de foncer, d'investir dans la survie comme on investit dans un projet. Mais ce moi-là n'existe plus. Ou plutôt, il ne règne plus. Je ne peux pas choisir de vivre seulement pour vivre plus longtemps. Je peux choisir de vivre si et seulement si cela ne me fait pas oublier ce que j'ai trouvé avec toi. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Oui, j'ai accepté le traitement, mais à une condition que j'ai posée moi-même. Pouvoir continuer à écrire, à créer, à marcher dans ce monde comme je l'ai appris avec toi. Ce ne sera pas simple, ce sera peut-être douloureux. Mais je ne le fais pas pour reculer la mort. Je le fais parce que je crois enfin à la vie. Je n'ai pas voulu te le dire avant. Je voulais que tu le découvres seul. Parce que ce choix est aussi le tien en un sens. Si tu veux encore marcher à mes côtés, je serai là. Plus fragile peut-être, mais plus vrai que jamais. À toi, pour toujours, Julien. Élise resta immobile pendant de longues minutes après avoir fini de lire. Les mots dansaient encore dans sa tête, comme une onde douce qui bousculait tout sur son passage. Elle ferma les yeux, serra la lettre contre elle, puis se leva. Elle descendit sans bruit, traversa l'atelier où quelques silhouettes terminaient leurs activités. Elle marcha jusqu'au mur où l'un des premiers dessins de Julien avait été collé. Un portrait flou fait au fusain sur lequel elle avait écrit un jour « L'homme qui voulait mourir pour ne plus trahir sa vie ». Elle y ajouta ce soir-là une autre phrase,
tracé d'une écriture ferme, et qui a choisi de vivre pour ne plus s'enfuir de lui-même. Les jours suivants, Julien réapparut. Amaigri, pâle mais souriant. Il parlait moins qu'avant, mais ses gestes étaient plus assurés. Il s'asseyait souvent dans un coin de l'atelier, observant, notant quelques phrases dans ses carnets. Il ne cherchait plus à guider ni à diriger. Il se contentait d'être là, pleinement. Élise venait parfois s'asseoir à côté de lui, sans un mot. Leur silence commun devenait un langage à part entière. Le traitement débuta quelques jours plus tard. Julien fut admis dans un centre spécialisé, mais il y allait chaque matin comme on va à un rendez-vous nécessaire, et chaque soir, il revenait à l'atelier. Il refusait de se couper de ce monde qu'il avait mis si longtemps à atteindre. Élise l'attendait à chaque retour, parfois avec un dessin, parfois avec un texte qu'elle avait trouvé dans la boîte à messages. Ils lisaient ensemble, partageaient une soupe, regardaient les derniers visiteurs partir, fermaient la porte à clé. Leur vie n'avait rien d'extraordinaire aux yeux du monde. Mais pour eux, chaque jour était une conquête, une victoire, discrète contre la peur, contre le temps, contre l'oubli. Un matin, alors qu'ils observaient un enfant dessiner un chien volant sur un carton, Élise tourna la tête vers Julien et dit simplement « Tu sais, je crois que tu as trouvé ce que tu cherchais quand tu as quitté ta maison ce jour-là. Tu as trouvé la vie. » Il sourit, le regard embué. « Et je ne l'aurais jamais trouvé sans t'avoir trouvé d'abord. » Ils ne se dirent rien de plus. Il n'y avait plus besoin. Le silence, enfin, était devenu leur maison. Le matin était clair et froid. Un de ces matins parisiens où la lumière filtre à travers les vitres avec la netteté d'un souvenir. Élise était debout devant un petit pupitre en bois, installé au centre d'une ancienne usine désaffectée, transformée pour l'occasion en lieu d'exposition. Autour d'elle, les murs étaient recouverts de portraits, de dessins, de textes découpés dans des carnets, de lettres ouvertes. C'était l'exposition 3 mois pour l'infini, le nom que Julien avait donné au projet, devenu le symbole d'une vie retrouvée. Ce n'était pas une rétrospective, ni une commémoration. C'était un témoignage vivant. La salle était pleine. Des inconnus, des habitués de l'atelier, des amis croisés sur les trottoirs ou dans les couloirs d'hôpitaux, des enfants qui avaient appris à dessiner en imitant Élise, des femmes, des hommes, des silhouettes du monde réel, toutes rassemblées par une histoire qui avait commencé dans le silence d'un diagnostic et s'était déployée dans l'éclat des regards redonnés. Élise tenait un carnet entre les mains, celui de Julien, le dernier, celui qu'il avait rempli au fil de ses rendez-vous médicaux, de ses retours à l'atelier, de ses insomnies partagées avec les murs nus et la lumière crue de la salle de soins. Il lui avait donné ce carnet quelques jours avant de partir, pour un séjour plus long à la clinique, quand les effets secondaires du traitement s'étaient intensifiés. Il l'avait glissé dans sa main sans un mot, juste un regard, et elle avait compris. Aujourd'hui, elle lisait à haute voix des extraits. Sa voix tremblait parfois, mais elle ne s'arrêtait pas. Chaque mot semblait peser, ancré. Ce n'étaient pas de grandes envolées littéraires, mais des phrases d'une vérité nue, comme ce passage qu'elle lut au centre de la salle. « Je ne sais pas si je vais vivre encore 3 mois ou 3 ans, mais je sais que j'ai arrêté de mourir dès que j'ai compris qu'on ne vit pas pour durer. On vit pour être, même un instant. » Des larmes discrètes coulaient sur quelques visages. Personne ne sanglotait. Ce n'était pas un deuil, c'était une reconnaissance. Une communion silencieuse autour d'une histoire qui n'appartenait plus à Élise, ni à Julien, mais à tous ceux qui avaient un jour cherché à vivre au-delà des apparences. À la fin de la lecture, Élise s'éloigna du pupitre. Elle marcha lentement à travers la foule, saluant d'un regard, d'un signe de tête, puis s'arrêta devant un tableau recouvert d'un drap blanc. Elle se tourna vers les visiteurs, saisit le tissu et le fit glisser. Derrière, un dernier dessin encadré simplement. Le visage de Julien, non pas tel qu'il était dans la maladie, mais tel qu'elle l'avait vu dans leurs dernières semaines. Ensemble, paisibles, les yeux clos, un sourire discret sur les lèvres. Autour du dessin, des extraits manuscrits du dernier carnet, et au centre, collé en grand format, une page qu'Élise n'avait jamais osé lire jusqu'à ce matin-là. Elle s'en approcha. C'était une lettre, adressée à elle. « Élise, si tu lis ceci, c'est que je suis quelque part où les mots ne m'atteignent plus, mais où ta voix résonne encore. Tu as été le battement imprévu dans le cœur d'une vie qui ne battait plus. Tu as été la main posée sur le front de mes doutes,
l'ombre douce au bord de mes angoisses, la lumière dans ma nuit obstinée. Je ne t'ai jamais demandé de rester parce que t'aimer, c'était justement accepter que tu puisses partir. Mais tu es resté, et cela je ne l'oublierai jamais. Ce que nous avons construit ensemble n'était pas une révolte contre la mort, mais un hymne à la vie. Tu m'as appris que le contraire de mourir n'est pas survivre, c'est choisir. Alors je te le dis une dernière fois, merci. Merci d'avoir été mon choix, mon infini dans 3 mois. À toi, au-delà du temps, Julien. Le silence qui suivit fut dense, presque sacré. Élise ne pleura pas. Elle ferma les yeux, posa sa main sur le cadre, puis recula d'un pas. Elle savait que cette lettre serait désormais l'écho de tout ce qu'ils avaient à partager. Elle n'avait pas besoin de plus. Julien vivait dans chaque trait, chaque mot, chaque regard qui croisait ses dessins. L'exposition resta ouverte pendant plusieurs semaines. Les visiteurs laissaient leurs propres lettres, leurs propres portraits, leurs propres vérités. 3 mois pour l'infini devint un espace de mémoire vivante. Le carnet de Julien, exposé sous verre, devint un livre que l'on feuilletait avec soin, comme on touche une histoire précieuse. Et dans un coin discret de l'atelier, Élise continuait à dessiner. Elle dessinait les passants, les rêveurs, les oubliés. Elle dessinait la ville comme un cœur qui bat. Elle dessinait sans chercher à retenir le temps, mais pour le rendre visible même fugacement. Et chaque soir, avant de fermer la porte, elle passait devant le portrait de Julien, posait ses doigts sur le verre et murmurait une phrase que seul comprendrait. « Nous sommes encore là ».